duels de percussions qui se répondent, les offrandes sacrificielles qui se montrent à l'écran, deux hommes qui à distance psalmodient pour se livrer une bataille mystique autour de l'âme d'une petite fille. En 2016, le cinéaste Naung Jin offrait à son cinéma son expression la plus grandiloquente à l'écran dans The Strangers. Les flammes dévorent l'image et dans l'âme du spectateur, la bataille fait rage. Le réalisateur est un artiste de la contradiction, de l'ambiguïté morale et de la marginalité. Dans un jeu de pistes volontairement chaotique, il brouille les codes et les attentes pour laisser planer un doute tout aussi significatif que les faits. À l'occasion de ce podcast et en prolongement des 3 articles disponibles sur le site dès à présent, qui retracent la filmographie de Naung Jin, les réfracteurs vous proposent aujourd'hui de tenter d'appréhender l'identité et les appétits d'un homme qui a fait de la violence une grammaire plutôt qu'un exutoire. Je suis Nicolas, c'est moi que vous avez pu retrouver à l'écrit donc sur le site pour ces 3 films, et j'ai en ma compagnie celui qui m'a accompagné dans la rétrospective et qui m'a aussi offert ses relectures et ses remarques sur les articles, ce qui a permis de les étoffer. Je le remercie d'ailleurs pour cela, c'est Cédric. Bonjour Cédric. Salut Nico, oui, merci beaucoup pour ce petit compliment. Et puis oui, super article autour de la filmographie d'un super réalisateur sur lequel on va s'attarder ce soir et essayer de débusquer, de trouver un petit peu les petites failles, ce qui fait de Naung Jin le réalisateur qu'il est. Ça va être intéressant. Ouais, un jeu de quête du relief en quelque sorte. Alors moi je me suis attardé beaucoup sur les 3 films à l'écrit, mais toi tu as poussé l'obsession encore un peu plus loin puisque tu as, en plus donc de ces 3 films que je vais énumérer, The Chaser, The Murderer et The Strangers, toi tu as aussi allé voir du côté d'un film qu'il a scénarisé et produit et de ses courts-métrages, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Le seul film dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est son dernier, qu'on n'a pas encore eu la chance de voir. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'on s'était décidé à se lancer dans cette rétrospective. C'était à l'occasion du retour de Naung Jin sur la croisette. Naung Jin, c'est un peu un enfant chéri du Festival de Cannes, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien Cédric, je te propose de nous parler un peu de la biographie de l'homme Naung Jin. Avant de parler de ses films, tu as fait des recherches scrupuleuses. Ouais, scrupuleux, c'est vite dit, mais c'est pas évident parce qu'il est assez discret, le monsieur. Il est aussi discret dans sa vie qu'il est peu prolixe dans sa filmographie, parce qu'il a une filmographie assez courte. Il a que 4 longs métrages à son actif, tu les as cités. Et pourtant, c'est l'un des cinéastes les plus marquants du thriller coréen. Tant et si bien qu'on le cite souvent parmi les cinéastes les plus importants de la nouvelle vague coréenne, aux côtés de ses aînés, Park Chan-wook, Kim Ji-woon ou Bong Joon-ho. Et ces cinéastes-là, ils s'approprient les codes des genres occidentaux, donc le thriller, le polar, l'horreur, mais ils y injectent une critique sociale qui est souvent incisive et une forte singularité visuelle. C'est pour ça que Naung Jin, il a vraiment sa place dans ce groupe très sélect des très grands réalisateurs coréens. Oui, c'est aussi un de ceux qui s'exporte le mieux, aussi, tout simplement. Il a du succès à l'étranger, notamment critique, mais aussi public. Donc forcément, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est un fer de lance, on va dire, de cette nouvelle école coréenne qui commence maintenant à ne plus être si nouvelle que ça. Ouais, c'est ça. Alors lui, il est plus jeune que ceux que j'ai cités. Il est né en 74, quand les autres sont plutôt de la décennie précédente. Et donc il est né dans une Corée du Sud en pleine transformation. On en a déjà parlé dans le podcast qu'on avait consacré à Lee Chang-dong. Mais la Corée, dans les années 70-80, elle est en pleine mutation à la fois politique, mais aussi sociale. Oui, elle passe d'une dictature à une démocratie autour de l'année 87 notamment. Ouais, après ça reste une démocratie un peu dure, mais c'est vrai que le pays se normalise de plus en plus pour devenir ce qu'il est maintenant. Alors la Corée se modernise, mais dans les années 70 et début des années 80, tu viens de le dire, le système politique est encore très dur. Et c'est ce qui va marquer son cinéma à lui, en tout cas, ça va beaucoup l'impacter en tant qu'enfant, et il va s'inspirer de cette période très dure pour ses films. Il va développer très tôt une fascination pour les histoires, mais notamment il est fasciné par le côté sombre de celle-ci. C'est pas un gars très facile, d'après ce que j'ai pu comprendre. Après le lycée, il intègre la Korea National University of Arts. C'est une école qui est très réputée encore toujours, qui a donné de très grands noms de la culture coréenne, notamment l'acteur qui joue le chaman dans The Strangers sort de cette université. Mais c'est une fabrique à talent de tout le système culturel coréen, donc que ce soit la musique, la danse, les arts visuels.
Et il va apprendre toutes les règles qui régissent le cinéma, et surtout il va commencer à comprendre comment les briser. C'est ce qui lui plaît, lui. Hein. C'est un peu un rebelle. Et ses premiers courts-métrages d'étudiants, c'est brut. Hein. C'est des récits tendus avec des autour de personnages fatigués qui sont souvent au bord de la rupture. On reparlera tout à l'heure de ses courts-métrages, mais même les courts-métrages qu'il a fait en tant que professionnel sont sur le même mode. Et ses longs-métrages également. Hein. On sent qu'il a un appétit notamment pour les marginaux. Je tout pense. à fait. On en reparlera au moment de parler des personnages principaux des films, mais je le disais dans l'introduction, cinéaste de la marge, d'après moi. Il est bien moins consensuel qu'un Bong Joon-ho. Hein. Lui, quand il va faire un thriller, il va pas s'intéresser aux policiers, il va s'intéresser à un ancien policier qui est devenu proxénète. Ça pose le bonhomme. L'avenir, il s'annonce prometteur pour lui parce qu'il est l'université se passe très très bien. Sauf qu'à la sortie de l'école, la réalité économique le rattrape parce que pendant plusieurs années, il va galérer. Ses projets vont pas aboutir. À chaque fois qu'il trouvera des financements, il va les perdre. Et le monde du cinéma, qui à l'époque est en plein essor, il reste difficile d'accès pour les débutants. Ça peut paraître un peu contradictoire, parce que même les grands noms doivent bien débuter à un moment, mais lui, il a eu plus de mal que d'autres. Et il va être très frustré par cette période. Ouais, d'ailleurs, c'est assez amusant aujourd'hui, vu qu'on évoquait Hope, son dernier long métrage un peu plus tôt. Hope est l'un des plus gros budgets coréens de l'année, je crois même le plus gros, il me semble. Donc ouais, il y a une petite revanche au bout du parcours artistique quand même. Et donc cette période, elle est très frustrante pour lui, et elle va le confronter à une forme d'attente, d'instabilité. Et il va même se demander s'il ne devrait pas abandonner sa carrière. Il va être extrêmement frustré, et c'est quelque chose qui va ressortir dans ses films. On pourrait croire d'ailleurs que cette frustration le conduirait à lisser un petit peu son écriture pour essayer de devenir un peu plus consensuel vis-à-vis des financiers. Ben, figure-toi qu'il va faire le contraire, ça va le radicaliser. Ben, c'est radical. Ah bah ouais, tout ça on va revenir là-dessus, mais tout à fait. Alors il va développer une idée, une histoire noire, tendue, presque suffocante, un récit de traque, inspiré d'un fait réel. Mais son idée surtout principale, c'est que il ne veut pas que le spectateur, à aucun moment dans son film, soit en terrain confortable. Alors il va faire circuler son scénario de producteur en producteur. Tous les producteurs à qui il va parler vont être intrigués par son histoire, mais ils vont être dérangés aussi. Et ils vont pas vouloir le financer, il va avoir un petit bouche à oreille qui va se développer autour de lui, on va dire ah ce gars-là il y a quelque chose autour de lui, il va falloir le suivre, mais personne n'a envie de mettre ses billes sur ce film complètement fou qui est en train de se préparer. Mais on sent bien que c'est pas un thriller comme les autres qui est en train de se monter. Ouais, c'est vraiment la galère pour le financer. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, personne ne veut confier un débutant un budget somme toute assez important parce qu'il est très ambitieux, hein, et surtout pour une histoire aussi noire. Mais il va finir par y arriver. Quel est ce film donc ? Eh ben, c'est son premier long métrage, donc The Chaser, qui est sorti en 2008. Alors Na Hong-jin, il a déjà presque 35 ans, donc à ce moment-là. Donc comme tu vois, hein, il a sorti de l'université, il a mis 10 ans à sortir son film. C'est un thriller ultra réaliste, qui est atypique, dans lequel on va suivre la traque d'un tueur en série, donc jusque-là rien d'extraordinaire. Mais c'est la forme et le choix des personnages qui va faire de ce film vraiment quelque chose de particulier. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le personnage principal, c'est un ancien flic qui est devenu proxénète. En 2010, il va enchaîner avec The Murderer, donc le succès énorme de The Chaser va lui permettre d'enchaîner tout de suite un autre thriller, beaucoup plus violent encore que The Chaser, mais avec une dimension sociale encore plus affirmée que dans The Chaser. C'était déjà présent dans le premier film, mais dans The Murderer, c'est vraiment évident. Ouais, je pense qu'il a aussi des ambitions scénaristiques et de réalisation qui sont décuplées. Mais ça, on peut le retrouver presque à chacun de ses nouveaux films. En fait, il repousse encore un peu plus loin ses ambitions. Ah ouais, son troisième film, donc, qui est peut-être vraiment le plus complexe d'un point de vue scénaristique, c'est en 2016, donc il va mettre 6 ans à le faire. C'est Strangers, dans lequel il va prendre un virage très net vers le fantastique et le folklore horrifique coréen. Alors ça peut faire un peu peur pour les gens qui l'ont pas vu, mais le film reste quand même très divertissant, hein, ça se voit très bien. C'est pas un film trop intello. Encore que il y a beaucoup d'interprétations possibles. Le spectateur n'est jamais confortable. Il faut s'investir dans le film pour vraiment l'apprécier. Hein. En fait, c'est un pur film à théorie, mais en même temps, c'est aussi un pur film d'horreur, quoi. Je pense que ça, c'est propre à Na Hong-jin, c'est que il fait une expérience, que ce soit à travers le polar, le film sur le monde interlope ou avec The Strangers à propos de l'horreur, il s'épanouit dans des genres un peu marginaux, une fois de plus. Et après The Strangers, il va falloir attendre encore 10 ans, et la sortie cette année, donc The Hero, un film à très très gros budget qui était présenté en compétition à Cannes cette année. C'est un film post-apocalyptique, donc une fois de plus, on voit qu'il n'est pas dans un genre conventionnel.
Tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, sa filmographie s'arrête pas vraiment là, parce qu'on peut aussi mentionner le film thaïlandais The Medium, qui est une suite plus ou moins officieuse de The Strangers, qui est sorti en 2021 et qui est réalisé par Banjong Pisantanakun, pour lequel il a signé le scénario, et dans lequel il poursuit son exploration du mal comme une force intangible. On va y revenir. Alors on a essayé de développer plusieurs thèmes qui sont récurrents dans le cinéma de Na Hong-jin, et c'est vrai que avant d'enchaîner la filmographie, j'avais déjà vu les films à l'époque de leur sortie. Ça me paraissait pas forcément évident de trouver des liens entre ces différents films. En les enchaînant maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui reviennent et qui sont très très marquants dans son cinéma. Je pense aussi que c'est des films qui gagnent à être vus plusieurs fois, déjà parce que la tension émotionnelle n'est pas perturbée, on reste complètement impliqué dans le récit, on connaît la résolution et pourtant on a envie d'y croire. Mais je crois qu'en deuxième lecture, on voit un petit peu la sous-couche un peu plus sociale qu'injecte Na Hong-jin à son cinéma. Je pense que c'est un cinéma très accessible mais aussi très riche en sous-couches. Et le premier thème, en tout cas celui qui saute aux yeux quand on voit les films à la suite, c'est que l'ensemble des personnages des films, ils sont dépassés, ils sont perdus. Il y a complètement un système qui se déroule autour d'eux, qui les opprime et qui les propulse souvent vers un destin assez tragique et assez noir. Il n'y a pas vraiment de résolution heureuse dans ces films, on en parlera aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement. Mais je crois qu'en fait, plutôt qu'être simplement dépassés, les personnages des films de Na Hong-jin sont surtout défaits de leur statut social et de leurs convictions. C'est assez intriguant dans les trois films. On suit, comme tu l'as dit, un flic proxénète dans The Chaser et il va complètement perdre sa stature dominatrice toxique pour se prendre d'empathie pour une protégée, une de ses prostituées, disons-le comme ça, parce qu'il la protège pas vraiment. Il va quand même se prendre d'empathie pour elle et tenter de la sauver. C'est aussi le cas dans The Murderer où finalement la conscience du meurtrier du titre va le rattraper. Et puis au niveau des convictions, c'est évident pour The Stranger où là le personnage principal va se perdre dans une confluence de mystiques différentes. C'est vraiment un truc au cœur de la démarche de Na Hong-jin, je pense. Je dirais presque qu'il les déshabille moralement. Et en fait, il le fait même physiquement et visuellement dans The Strangers, puisque le personnage principal, qui est policier lui aussi, apparaît en uniforme durant toute la première moitié du film. Par contre, dans la seconde moitié, qui bascule beaucoup plus dans l'horreur théologique, mystique, là, il va apparaître uniquement en civil et il va renoncer complètement à toute forme de procédure policière. Une autre des constantes du cinéma de Na Hong-jin, c'est on va y revenir, mais il aime pas trop l'institution policière, et le fait de le débarrasser de son uniforme, c'est peut-être aussi un signe de la part de Na Hong-jin pour le rendre plus humain, plus intéressant en tout cas à nos yeux, parce que la plupart des policiers des films de Na Hong-jin, ils sont ridicules. Même lui d'ailleurs, ce personnage-là, quand il était dans la pratique de son métier, il était mauvais, c'était un mauvais policier. Oui, et on voit même des scènes quasiment burlesques dans ces séquences-là. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'en plus, le fait de le défaire de son habit de policier intervient à un moment du film où le lien empathique avec sa fille, qui est possédée, doit être démultiplié. Donc je pense qu'il y a là, comme tu le dis, une vraie volonté de le défaire de l'institution pour le rapprocher de l'humain et de l'affect. En fait, ce que je dirais, c'est que toutes les dynamiques qui tournent autour de ces héros fragiles ou au moins questionnables, c'est qu'ils sont toujours opposés à une espèce de grande machine qui les malmène. C'est soit ce tueur insaisissable dans The Chaser, ça peut être aussi le monde du banditisme, qui soit crapuleux ou en col blanc dans The Murderer, et c'est la bataille divine qui se dresse dans The Strangers. Ou dans The Medium d'ailleurs, qui est la même chose. La chamane principale qu'on suit au début du film, elle est complètement dépassée. Elle va d'ailleurs faire appel à un autre chaman qui est censé l'aider, est censé être meilleur qu'elle, et c'est ce qui va causer sa perte au final. Oui, je pense qu'on peut parler globalement, pour que ce soit les films qu'il a réalisés ou celui-là qu'il a écrit, de souffrance et d'épreuve. Ils sont tous vraiment à bout de souffle. Il y a une vraie connivence du spectateur avec l'épreuve morale qui est vécue par les personnages principaux, alors même que le spectateur ne pourrait peut-être pas s'identifier de prime abord aussi facilement qu'on pourrait le penser à ces personnages un peu crapuleux. Je pense qu'en fait le psychique, l'épreuve psychique rejoint l'épreuve physique. C'est un cinéma pour moi de l'effondrement totalement. Ouais, tout à fait. Je te rejoins totalement. Eh ben écoute, je te propose de passer au thème suivant, celui qu'on a identifié. Encore quelque chose qui vraiment m'a sauté aux yeux, notamment dans The Chaser, vraiment, où j'ai sauté. J'avais déjà vu le film, mais j'ai quand même sauté sur mon siège à plusieurs moments. C'est le fait que
il y a des choses qu'on ne voit pas venir, quoi. On est vraiment surpris, c'est imprévisible au dernier degré, le cinéma de Naong Jin. En fait, je pense que l'imprévu, c'est une notion qui est complètement interrogée dans le cinéma de Naong Jin. Et ça, c'est vraiment l'héritage d'un certain thriller à la coréenne. Hein. On sent vraiment la patte du pays. Mais je pense que c'est pas non plus une idée complètement figée et complètement polarisée. Par exemple, on va spoiler un peu les films, mais si vous avez lu les articles, vous savez déjà de quoi il en retourne. Et si vous nous écoutez, c'est qu'on vous invite fortement à vous plonger dans ces trois très grands films, selon moi. Selon toi aussi, je pense. Ouais, même 4, The Medium, même s'il est moins abouti d'un point de vue formel, l'histoire reste assez extraordinaire. Ouais, les 4 films. Et en fait, je pense que ce qui fait l'imprévisibilité de ces événements, c'est que le cinéma de Naong Jin provoque un certain effet de déception. On s'attend pas, par exemple, à la mort de la prostituée dans The Chaser, on s'attend pas à celle du héros dans The Murderer, on s'attend encore moins à l'apparition de sa femme. Et en fait, ce doute, il va faire complètement le sel de l'intégralité de The Strangers, qui repose sur la construction du doute perpétuel, encouragé par l'imprévu, et c'est peut-être encore plus intéressant, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'article, de s'interroger sur la notion de doute dans The Strangers que de se livrer au jeu des théories qui est quand même très ludique. Ouais, bah c'est vrai que ce film joue beaucoup là-dessus. Les autres films sont moins intéressants de ce point de vue-là, mais il joue quand même avec le spectateur, avec ses attentes. Moi, je pense notamment à la scène de l'escalier dans The Murderer, où on s'attend vraiment à 20 ou 30 minutes du film développe autour de la scène de l'assassinat, qui n'arrivera finalement pas, mais elle est remplacée par autre chose encore plus surprenant. Oui. Il sait très 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 bien jouer avec nos attentes. Oui, je pense qu'en fait, il déjoue nos attentes, mais il rend crédible le rebondissement par un effet de tension qui est toujours exacerbé. Souvent par un enchaînement esthétique, ces films sont vraiment crades, sont dans des milieux sales, délabrés, précaires aussi très souvent. Et souvent dans ces milieux très désenchantés, le rebondissement est rendu crédible par la volonté de créer des systèmes humains qui sont propices à la propagation du mal, mais aussi des systèmes humains qui échappent au contrôle. Que ce soit la criminalité sanglante dans The Chaser, la précarité absolue dans The Murderer ou le paranormal dans The Strangers. On l'a dit, hein, le cinéma de Naong Jin, il est âpre, il est dur, il est crade. Il y a autre chose qui contribue à ce facteur-là, c'est ses fins. Alors il y a des fins dans la fin, souvent aussi dans les films de Naong Jin, il y a des fins de séquence, mais là je pensais plutôt à la frustration narrative qu'on éprouve à la fin du message, qui nous laisse un petit peu en apnée. C'est le fait qu'il refuse des résolutions claires dans l'ensemble de ses films. Ouais, là je pense que tu touches à un truc vraiment essentiel dans l'approche de son cinéma, et notamment quand on revoit ses films, c'est ce refus du happy end. Mais je pense que la réflexion de Naong Jin, qui est souvent dans une grammaire très noire, dépasse ce simple cadre. Alors c'est pas étonnant qu'il se soit très noir, puisque tu l'as dit, il vient du polar et il a tenté de porter un polar pendant des années, mais dans tous les films on retrouve vraiment ce que tu décris très bien, ce refus de la fin heureuse. Ce qui est intéressant, je pense, c'est comment il provoque chez le spectateur un sentiment de déception qui est jamais frustrante, en fait. Elle a un côté un peu délicieux. On est un peu, comment dirais-je, on est un peu heureux de s'être fait prendre au piège. Ouais, c'est tout à fait ça. Et en même temps, tu l'as dit, hein, on suit des personnages qui sont pas forcément, c'est pas des gentils personnages, c'est pas des personnages hollywoodiens, c'est des personnages plein de failles, même souvent assez horribles. Et on se prend quand même d'affection pour eux. Et quand il leur arrive des horreurs, on se sent mal pour eux. Il est très fort, hein, pour ça, Naong Jin, nous faire éprouver de l'empathie pour des salopards. Oui, c'est des personnages qui ont du vice intrinsèquement. Ouais. Je pense qu'il est aussi très intelligent dans sa manière de construire des attentes, en fait. Alors on va parler de l'approche de la violence un peu plus tard, mais je crois que en soumettant ses héros à des épreuves de plus en plus chaotiques, c'est évident pour The Murderer, qui est une surenchère constante dans l'épreuve physique, il va faire naître chez le spectateur un sentiment que ce défi qu'il a installé dans son film devrait être récompensé par une forme de karma, en quelque sorte, si tu veux. Sauf que son cinéma, il ne répond à aucune forme de karma ou de justice morale. Alors c'est le chaos total. Ouais, c'est le chaos total, et je suis vraiment convaincu que c'est un cinéaste qui réfléchit profondément son rapport affectif avec le spectateur. L'exemple le plus criant, c'est son troisième film, The Strangers, qui est un film qui, à mon sens,
se passe pour moitié dans l'imaginaire du public. C'est ce jeu de théorie dont on faisait évocation un peu plus tôt. Mais finalement, tous ces films, ils marchent presque de la même façon. Notamment parce qu'ils sont presque toujours habités par une notion d'urgence du moment. Dès The Chaser, c'est un film frénétique. On peut faire le lien avec ce que disait tout à l'heure, les personnages sont dépassés, mais ils sont dépassés principalement parce qu'ils sont pris par le temps. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à la situation à laquelle ils sont confrontés, et donc ils prennent des décisions qui sont toujours très mauvaises pour eux. Ils sont oppressés par le temps, comme tu le dis, et ils sont aussi oppressés par le cadre spatial qui très souvent est pas un huis clos, mais en tout cas un espace clos assez clairement défini. C'est tout un quartier dans The Chaser, c'est tout un village dans The Strangers. En fait, on sait qu'on se dirige vers l'horreur, et on sait quelque part, en fait, quand on voit les films, qu'on va pas y échapper. Pourtant, on a envie d'y croire. Et la croyance, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel chez Naung Jin. Pourtant, une fois sorti de l'expérience de cet espoir déchu qu'on a vécu, on comprend la cohérence de l'ensemble du film. Il y a vraiment une construction qui fait que les attentes vont être déjouées, mais que finalement, tout cela est assez normal, assez logique dans l'enchaînement scénaristique. En fait, je pense que Naung Jin, il ne trahit pas, il se contente de laisser espérer. C'est très différent selon moi. Je prolonge un peu ce que je disais sur les unités de lieu qu'il y a dans ces films. En fait, il y a aussi, dans cette volonté de créer des attentes dans un espace clos, le sentiment, l'inspiration, l'envie, en quelque sorte, de voir les personnages fuir ce cadre oppressif. L'envie de s'échapper, en fait. Et la fin de ces films est déceptive pour cette raison, je pense. Ni mentalement, ni physiquement, ces personnages ne s'évadent de l'enfer. C'est évident pour The Murderer, il est complètement absorbé par la mère à la fin du film. La mère qui est d'ailleurs le titre anglais du film. Mais d'ailleurs, là, tu parles de la fuite, c'est intéressant, notamment dans les deux premiers films, les courses-poursuites, alors à pied dans The Chaser et en voiture dans The Murderer sont des moments clés des intrigues des deux films. Et en fait, on pourrait presque en faire une analogie de ce que sont les films en eux-mêmes. Ce sont des fuites en avant, tentant de fuir un chaos, en tentant d'attraper un assassin dans le cas de The Chaser, mais c'est voué à l'échec à chaque fois. Oui, c'est omniprésent, t'as complètement raison, c'est omniprésent dans The Murderer notamment, où les courses-poursuites sont de plus en plus explosives et exubérantes, sans jamais être dans une espèce d'extase graphique, mais en tout cas, il y a une espèce de chaos comme ça qui dévale comme une mer sur le personnage et il essaye de s'en échapper. Je pense que là, il y a vraiment un lien à faire aussi avec le fait qu'il essaye de s'échapper de sa condition de précaire. Ouais, tout à fait. Mais c'est le moment, je pense, d'aborder un autre thème important, c'est celui de la violence. Tous les films de Naung Jin ont des moments d'une très très grande violence, mais il a une façon de traiter la violence très particulière. Elle est pas stylisée, elle est très sale, tu l'as dit tout à l'heure, elle est brutale, elle est aussi souvent imprévisible. Dans The Chaser, par exemple, la violence arrive un peu comme un coup de massue. Il n'y a pas de montée épique, pas de musique. Coup de marteau, en l'occurrence. Ouais, un coup de marteau, oui. Et il n'y a pas de musique pour prévenir le spectateur. Ça tombe, c'est sec. Et le but, vraiment, de Naung Jin, c'est de décontenancer et de mettre le spectateur mal à l'aise. On a envie de fermer les yeux dans certaines scènes. Et pourtant, la plupart des scènes de violence sont presque hors champ. C'est là où il est fort, encore une fois. Il fait travailler l'imaginaire du spectateur. Ouais, mais comme je disais, des films qui se passent autant dans l'âme du spectateur que dans ce qui se montre à l'écran. Il a une approche naturaliste et réaliste qui donne une impression dérangeante que ce qu'on voit à l'écran pourrait arriver dans la vraie vie. C'est son but, c'est de pas faire du grandiloquent. On n'est pas dans le style hongkongais, on est dans le style coréen pur et dur où tout est possible. Dans The Murderer, c'est encore plus physique. Les scènes de bagarre, elles sont complètement chaotiques, ça part dans tous les sens, c'est pas du tout chorégraphié, et on sent que les personnages galèrent dans ces scènes d'action, ils savent pas trop quoi faire de leur corps, un petit peu comme si toi et moi on devait se battre l'un contre l'autre. Je pense qu'on serait pas Lawrence Fishburne et Keanu Reeves dans Matrix, quoi. Non, mais tu gagnerais sûrement. Probablement, ouais, parce que tu es sportif. Alors les scènes, elles durent longtemps. C'est vrai qu'on en a pour notre argent, si on aime les scènes d'action, mais moi je trouve que c'est presque pénible, à vrai dire, tant on sent la souffrance qui est couplée à la fatigue des protagonistes. En fait, on assiste à la survie, à une tentative de survie. C'est vraiment l'énergie du désespoir qui s'exprime. Hein. Tout à fait. Alors vraiment, The Murderer, c'est l'exemple typique de ça. Toutes les scènes de poursuite et de bagarre dans The Murderer, elles sont dures, très dures. Oui, elle se termine souvent dans The Murderer par des fracas de tôle de voiture ou ou même de sang.
Et tous les personnages sont blessés. Hein. Il y a vraiment un point final sur la violence. Alors dans The Stranger, c'est un peu différent. La violence, elle est moins frontale que dans les 2 premiers films, mais elle est, je trouve, hein, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, elle est plus oppressante encore. Elle est partout, elle est dans l'ambiance et surtout dans ce que l'on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans The Strangers. Ça crée une angoisse vraiment profonde, presque plus forte que la violence physique. Et pourtant, il y en a hein, de la violence physique dans le film d'ailleurs. Et lorsqu'elle survient, elle est à la manière de tous les autres films de Naum Jin, elle est frontale et sèche. Les survivants, dans The Strangers, ils sont marqués physiquement et mentalement. Je pense notamment, entre autres, au petit prêtre qui est traumatisé à la fois dans la chair et dans son esprit. Hein. Le pauvre, lui, il morfle. Ouais, c'est une idée qui est installée dès le début du film avec cet homme qu'on pense avoir tué sa famille et qui est complètement zombifié à l'écran. C'est ça. Il est complètement amorphe et les yeux vides, le visage ensanglanté. On a presque l'impression que c'est un cadavre. Hein. C'est presque difficile de faire la distinction, mais ça c'est propre à The Strangers, entre la vie et la mort. Ouais, mais moi, encore une fois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, la violence dans ces films-là, elle sert pas juste à choquer, elle te met face à un truc plus large qui est le chaos, la peur et le fait qu'on contrôle pas grand-chose. C'est une autre des constantes du cinéma de Naum Jin, le fait d'être complètement dépassé. Et c'est ce qui fait que ces films restent longtemps en tête. Comme je le disais tout à l'heure, on finit littéralement épuisé. C'est difficile d'aller se coucher juste après avoir un film de Naum Jin. Non, il faut un moment pour redescendre. Il faut un sas de décompression, ouais. Ouais, et je pense que là, ça rejoint ce qu'on disait sur le refus du happy end, c'est que il y a pas de réconfort moral dans ces films-là, il y a pas de réconfort physique au bout de l'épreuve non plus. En tout cas, je pense que t'as tout à fait raison dans tout ce que tu viens de dire. Et je crois qu'en fait, Naum Jin, il va faire une distinction très tôt dans son cinéma et très importante entre 2 idées qui sont différentes, qui communiquent mais qui sont pas les mêmes. C'est l'exercice de la violence, ce que tu nous as décrit, et les conséquences de la violence. Et là, il est assez radical dans sa façon de séparer les deux, à mon sens. Le moment de la violence, pour reprendre tes mots, il est brut, il est chaotique, il est bordélique, et la mise en scène, elle est également brute. L'exemple criant, c'est la scène du bateau dans The Murderer. C'est pas du tout des plans élaborés, c'est beaucoup plus des plans caméra à l'épaule et un montage très sec. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu as pensé en voyant le film, mais cette scène-là, la scène du bateau, j'ai pensé à la scène du marteau de Oldboy. Et Park Chan-wook, il a une approche visuelle complètement différente de Naum Jin sur ces scènes de violence. Justement, lui, c'est très stylisé. Alors que Naum Jin, lui, il fait pas du tout dans le stylisme, il fait dans le brut. Ouais, j'ai pensé exactement la même chose à la même chose que toi, pardon, puisque à un moment dans cette course poursuite dans le bateau, il y a un vrai couloir qui est créé. Ah oui. Et vraiment là, enfin, c'est aussi peut-être notre déformation d'étranger qui perçoit un cinéma local, mais forcément on voit un couloir dans un film coréen, on repense à Oldboy. Ouais, puis en plus c'est des attaques à l'arme blanche et au marteau, enfin tout ce qu'on peut trouver sous la main, quoi. Et donc forcément on y pense, ouais. Je pense que cet effet de chaos, il est aussi présent dans The Strangers, notamment dans la scène du zombie qui apparaît, c'est un vrai zombie hein, dans la maison du personnage japonais, et la poursuite qui s'ensuit quand il se lance à la poursuite du japonais du film, donc joué par Jun Kunimura, le grand acteur japonais. Cette scène, c'est vraiment un grand foutoir. En fait, on chute, on se relève difficilement, on court après une cible qu'on voit pas. Je pense que là aussi c'est une façon de déjouer les attentes, et notamment après The Chaser qui avait fait beaucoup parler de lui pour ces scènes de poursuite qu'on trouvait d'une mise en scène, à juste titre, d'une mise en scène très inventive. On va reprendre cette idée-là, même si c'est pas lui qui réalise dans The Medium, avec des scènes aussi alors là c'est encore plus fermer l'épaule parce que c'est du found footage, dans lequel les personnages chutent, font tomber leur caméra, la ramassent et on aperçoit un zombie, voilà, même si c'est pas lui, donc on sent sa patte, hein, on sent que le scénario devait être très, très directif. Oui, j'imagine, il a vraiment mis son nom en avant sur le projet, même si il laisse volontiers la place et la paternité du film au réalisateur. Je pense qu'en fait, il y a une vraie dichotomie, comme tu disais, une vraie contradiction, mais pourtant une complémentarité, entre donc ces scènes de violence que Naum Jin n'esthétise pas par des plans très installés et très lents, et ce qui s'exprime plus tard, le résultat de la violence. Les cadavres de The Chaser ou de The Murderer, ou ces hôtels mystiques dans The Strangers avec notamment des têtes d'animaux, il s'arrête dessus, il respire dessus, en fait, il prend son temps dessus. La violence est immédiate, mais les conséquences sont inscrites dans le temps. Il s'attarde.
Et c'est davantage ici, à mon avis, qu'ils cherchent ce qu'on appelle le money shot, le plan iconique. D'ailleurs, c'est marrant de constater que The Strangers commence par les conséquences de la violence sans montrer son origine. C'est ce que j'évoquais plutôt avec cet homme amorphe. On investit la scène d'un crime avant d'en voir une potentielle origine d'ailleurs qu'on ne découvrira jamais réellement, qui ne sera jamais avérée. C'est vraiment deux idées qui peuvent avoir l'air contradictoires, mais qui dans le cinéma de Nang Jin dialoguent complètement. Il y a le temps de la chasse qui est très brut, il y a celui de la défaite qui est très long, parce que c'est toujours une défaite au final. Ah ouais, on va revenir encore une fois dessus, hein, mais c'est vrai que cette violence qui est très brutale, qui est très réaliste et non stylisée, j'allais dire presque non hollywoodienne, c'est une des marques de fabrique de Nang Jin. Et presque même, on pourrait même pas l'associer au cinéma coréen. Il a sa patte à lui. Hein. Oui, c'est un auteur à part entière. Je pense aussi pour ça que Cannes le reconnaît volontiers comme tel. Je pense qu'il y a quelque chose qui marque. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même dans l'emploi de la violence et dans la volonté de ne pas la styliser. C'est que malgré le montage très sec, ces images fulgurantes, ces fragments de secondes, on a des images qui s'impriment en tête. Ouais. Pourtant, quand tu revois le film une deuxième fois, on se rend compte qu'elles sont vraiment d'une rapidité absolue et pas du tout dans l'extase du moment. J'ai un exemple très concret, tu vas me dire si tu te rappelles de ce plan. C'est dans The Murderer, on voit le héros maintenir une porte alors que ses assaillants sont de l'autre côté, Ouais, et on sûr. voit les bras des antagonistes qui dépassent de la porte. Tu vas te foutre de moi, mais quand j'ai vu cette scène-là, j'ai retiré mes mains, tu sais. j'ai vécu tellement la scène que je m'y suis mis. Ah non, pas mes doigts. Elle est vraiment très forte cette scène. Et pourtant, ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Mais tu vois, par exemple, cette image, je l'ai vue, moi, en faisant les articles et en faisant mes captures d'écran pour illustrer mon propos. Cette image, je l'avais fortement en tête et pour moi, elle était très présente. Quoi. Elle s'était gravée dans ma mémoire. Pourtant, en essayant de faire ma capture d'écran, je me suis rendu compte qu'elle durait même pas une seconde. Quoi. Donc c'est vraiment un cinéma du soudain, de l'immédiat. Tu parlais des conséquences de la violence et notamment les hôtels et les cadavres, mais il y a une autre conséquence de la violence du cinéma de Nang Jin, c'est la souffrance des corps, que ce soit la fatigue physique et mentale dont on a parlé, mais les blessures très graves que les personnages s'infligent et avec lesquelles ils doivent vivre pour le reste du film. La survivance, en fait, c'est quelque chose qui est au centre des 3 films qu'il a réalisés. Celle des héros est interrogée assez ouvertement, elle est vraiment mise au centre du film, mais celle de leurs proches aussi. La prostituée de The Chaser ou l'enfant dans The Strangers. Ouais. Effectivement, exactement. C'est aussi quelque chose qui est parfois plus diffus à travers des personnages secondaires. Une petite fille livrée à elle-même dans The Chaser est trouvée inanimée, par exemple, et on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. La femme du héros de The Murderer est, elle, complètement dans l'interrogation de la vie ou de la mort. Et même son apparition à la fin du film ne permet pas vraiment de se raccrocher à l'image parce qu'on interroge complètement si ce qu'on voit appartient plutôt au domaine des morts ou à celui des vivants. Il y a un phénomène qui est observable à partir de The Murderer, c'est que la souffrance rapproche toujours de la frontière avec la mort et la franchit même. Ici, on peut interroger la scène de vision de la fin de The Murderer et l'apparition de la femme du héros, mais aussi, on peut aussi interroger plus largement l'intégralité de The Stranger. Ce qu'on contemple n'est pas toujours du domaine des vivants, mais appartient bien souvent à l'après-vie. Tu peux même rajouter la scène de Chaser où la prostituée trouve refuge dans une petite échoppe et on pense à tort être à l'abri et on peut imaginer une vie à cette prostituée qui va retrouver son enfant et évidemment il va jouer avec nos attentes mais je rejoins ce que tu dis avec cette scène-là également. Ouais. Mais c'est le caractère très déceptif de son cinéma à dessein bien évidemment. Là où je m'interroge d'une manière un peu plus, en prenant un peu de hauteur, c'est sur le rapport qu'il établit entre cette souffrance et un rapport plus mystique à la chose. En fait, il y a quelque chose qu'on a observé, je pense toi et moi, l'un comme l'autre, au moment de se plonger dans cette rétrospective du mois consacrée à Nang Jin, c'est que il y a une évocation de la religion catholique qui est présente dans chacun des 3 films et qui est de plus en plus affirmée. Ouais, c'est un des thèmes très forts, aussi du cinéma de Nang Jin et en ça je le rapproche d'un autre cinéaste qu'on a déjà traité, alors qui a rien à voir dans son cinéma, c'est Lee Chang-dong.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qui parle notamment énormément à Nanjing, c'est la figure du Christ sur la croix, parce que c'est La quelque chose souffrance. la souffrance, ouais, qui va réutiliser à de nombreuses reprises, et dès The Chaser en fait, Ouais. où vraiment la clé de la résolution tient au fait que l'antagoniste a dessiné les ébauches pour la sculpture d'une croix qui orne une église et où sa dévotion est établie à la fin comme preuve de sa culpabilité. C'est peut-être tout de même un peu plus implicite dans The Murderer, mais je pense que la scène est quand même significative parce que c'est la scène où le bandit en col blanc du film écoute une prêche et la prêche qui lui est donnée, alors on a la caméra qui est centrée sur l'antagoniste, donc c'est vraiment le discours perçu à travers ses oreilles à lui. La prêche qui est donnée parle de supériorité de la forme de vie humaine sur toutes les autres formes de vie. Donc il y a une espèce de domination, de rapport de domination qui est établi à travers l'Église. Il va aller encore plus loin dans son film d'après, dans The Strangers, qui va vraiment être un film sur la croyance. Oui, sur la croyance et sur les croyances au pluriel en fait, complètement, mais aussi, pour revenir là-dessus, sur la religion catholique qui est clairement interrogée dans le cœur du film. J'ai trouvé une interview de lui donnée au Monde en 2016, où pour lui, il disait que la clé de la compréhension de The Strangers était une lutte entre le catholicisme et le chamanisme. Et on voit dans le film, je trouve, un catholicisme complètement alors soit démuni, ça c'est le rôle du séminariste qui est présent dans le film, soit complètement déconnecté de toute possibilité du paranormal, ça c'est un autre personnage beaucoup plus secondaire, voire tertiaire, c'est un curé qui répond aux interrogations du héros et qui lui dit qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs alors que nous et le héros, nous faisons l'expérience du surnaturel. En fait, chez Naongjin, la religion, alors donc tu l'as dit, hein, le christianisme évidemment, mais également le chamanisme, hein, en tout cas le chamanisme coréen, ainsi que le bouddhisme, ils sont jamais présentés comme une source de vérité claire. Tous les personnages doutent et devraient douter de la religion, en tout cas dans les films, et parfois ils ne doutent pas assez justement. Plusieurs systèmes croyants coexistent et aucun n'est confirmé comme soit le vrai ou soit le juste. Ils sont tous au même niveau. Par contre, vu le nihilisme de Naongjin, hein, je pense que vous l'avez compris maintenant depuis le temps qu'on en parle, ils peuvent être tous trompeurs ou impuissants. Et le spectateur il est placé dans une position de doute permanent quant à la pertinence de la croyance en question, exactement comme les personnages. Ouais, je crois qu'il y a un truc en fait au centre de son cinéma, c'est que croire pour les personnages ou pour le spectateur, croire au mystique, croire au surnaturel, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas forcément conscient, c'est un choix qui peut être dirigé par la mise en scène de Namjoon, mais c'est un choix. Et ce choix est constamment interrogé parce que finalement, c'est un parti pris du spectateur et des personnages, donc forcément, il n'y a pas de preuves tangibles. Dans The Stranger surtout, je pense que il touche là vraiment au but de ce qu'il veut démontrer, hein, c'est que tous les personnages pensent comprendre le mal, chacun à leur façon, et aucun des personnages n'est complètement fiable. Oui, à tel point qu'il est impossible de vraiment exprimer quelle est l'origine du mal dans le film. Il y a un indice à la fin, mais on peut se demander si finalement c'est pas les événements perçus dans le film qui ont créé ce mal, et notamment le fait que les villageois accablent le japonais, et on peut se demander si c'est un mal qui est né de cette ostracisation ou si c'est un mal qui était ancré bien avant. Il n'y a pas de réponse claire dans le film. C'est vraiment la cause et la conséquence. Hein. Quelle est la cause de... Ouais, c'est impossible à déterminer. En tout cas, moi, avec mes 2 visionnages, je peux pas le dire. Peut-être que toi, avec plus de visionnages que moi, tu as une idée plus précise de la... J'ai été voir sur les internets les différentes théories qui ont cours. Et c'est assez rigolo, c'est que la plupart des gens qui ont des théories très affirmées autour du film me paraissent aussi dans l'erreur que les personnages du film, où certains de ces certitudes se trompent sur plein de et c'est fait exprès de la part de Naongjin, hein. Il laisse des pistes, mais ces pistes sont contradictoires entre elles, donc chacune des interprétations finalement est assez viable. Oui, il y a autant de lectures que de spectateurs en fait, et c'est ce qui rend le film assez fascinant hein, d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait qu'il y a quelque chose qui tient son cinéma dès The Chaser et qui donne peut-être une clé d'explication sans qu'elle soit complète à The Strangers, c'est que la croyance engendre le mal, l'obscurantisme engendre le mal. Et je pense qu'à partir de là, tous les axes de croyance qui cohabitent dans The Strangers sont tous interrogés, et je ne saurais même pas dire si Nanjing a lui-même la réponse.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les films, tous ces films ont un impact presque physique, hein, j'exagère un petit peu, mais surtout émotionnel sur le spectateur. Le fait qu'il n'y ait pas de fin satisfaisante, pas de happy end, qu'il n'y ait pas une catharsis, tous ces films se finissent mal. C'est dur, voilà. Oui, je pense que là tu touches à quelque chose de purement moral chez Nanjin, c'est que personne et aucune action n'est récompensable. Même pas le spectateur. Même pas le spectateur, et peut-être surtout pas le spectateur même. Hein. Tu l'as dit, les héros de The Chaser et The Murderer sont des salauds, celui de The Stranger est un incapable, on peut le dire assez clairement. Dès lors, je pense que pour Nanjin, qui est fasciné par le divin, comme on l'a dit, il y a personne qui mérite le salut. Et là, on retrouve une autre conception très religieuse. En fait, on ne tire aucune leçon de ces films. On est même proche, à mon sens, d'une forme de nihilisme. Ces univers, ce sont des cadres d'oppression, le proxénétisme, le banditisme, l'autarcie du village, et il refuse le sauvetage de ces personnages-là. C'est toute l'intelligence de son cinéma, en fait. Il est cruel, la fin de The Strangers notamment, mais ça fait sens, en fait. Ces personnages ne méritent pas le salut, à son sens, lui qui est un peu le dieu réalisateur du film. Et on pourrait penser qu'il se rattacherait aux institutions, notamment la religion. On l'a dit, c'est pas du tout le cas, mais la police, encore moins le cas, et c'est vraiment à les moquer dans tous ses films. Oui, absolument. En 3 films, il approche la police de 3 manières différentes, en fait, mais c'est complètement réuni à chaque fois autour du fait qu'elle est inefficace, voire, et c'est peut-être encore plus condamnable, elle est désintéressée par ce qui se passe. Ouais, dans le premier film, il passe pour des bouffons dans The Chaser. Oui, il passe pour des bouffons et aussi pour une force de police qui a délaissé la population, donc cette prostituée pour protéger les puissants, ouais. En train de mourir pour protéger le politicard, ouais, effectivement. Dans The Murderer, il y a une nouvelle approche de la police qui est un peu plus informe en fait. La police, elle existe à l'écran, il y a quelques personnages, il y a quelques dialogues, mais elle est très marginalisée au cœur du récit. Alors c'est intéressant parce qu'on fait un récit sur des marginaux et du coup la police est perçue d'une position marginale, ça fait sens. Mais elle est presque en fait à la lisière du film. Les seuls moments d'activité policière qu'on voit sont complètement chaotiques et désastreux pour des résultats absolument médiocres. C'est cette scène de bavure policière notamment où un policier tire sur l'un de ses confrères. Je peux enchaîner sur The Murderer et on n'avait pas prévu d'en parler, mais ça me paraît intéressant. C'est la presse que j'associe au milieu de la police dans ce film-là. Ils sont tout aussi incapables que la police, tant et si bien qu'ils annoncent des vérités dans leurs journaux télévisés que le personnage va prendre comme pour argent comptant et va commettre des erreurs suite aux révélations qu'il a vues qui sont erronées, parce que non vérifiées, parce que effectuées par des journalistes sensationnalistes, quoi. Oui, là aussi on peut parler de place marginale de la presse et de la télévision, parce que dans The Strangers on retrouve le même effet, c'est un écran de télévision qui montre un bulletin d'information, et ce qu'on voit, alors là c'est aussi un choix, mais ce qu'on voit dans le bulletin d'information ne correspond pas à ce que nous on a l'impression de percevoir à l'écran, c'est-à-dire une vérité supérieure, surnaturelle. Il y a une fabrication du récit de la presse en fait, je pense. En tout cas, c'est une autre vérité racontée autrement. Et la police, encore une fois, dans The Strangers, elle est encore une fois moquée. Le personnage principal est un policier. On le voit au début du film passer ses journées, en fait, à ne pas travailler, à attendre que le temps passe. Et c'est quelque part peut-être aussi ce qui va causer sa perte, d'ailleurs. C'est une des théories possibles que je ne saurais pas comment la qualifier, la sorcière en blanc du village s'en prend à lui parce qu'il ne s'intéresserait pas assez à ce qui se passe autour de lui. Oui, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Il renonce en fait. Il est soit dans l'accomplissement de tâches absurdes. Alors soit il lit une BD à son bureau, soit il nettoie une voiture, enfin ou son collègue nettoie une voiture. Son collègue, et il est même pas bon pour la laver d'ailleurs. Même son chef se moque de lui, il est même pas foutu de bien la laver. Ouais. En fait, il y a une grande désillusion par rapport à l'institution policière et elle s'active parfaitement dans le récit. La police échoue, les civils s'affirment, mais le résultat n'est pas plus brillant en fait. Ouais, comme tu dis, les civils s'affirment, ils doivent, hein, ils n'ont pas le choix de prendre en main leur destin parce qu'ils n'auront aucune aide de ceux qui sont censés pouvoir les aider justement, mais au final, oui, l'échec n'en sera que plus patent. Oui, ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt, le fait que le personnage principal est d'abord montré en uniforme avant de devenir complètement incivil parmi les autres, dans certains effets de masse notamment, dans la deuxième partie du film.
Ah ouais, mais et tout ça, ça va dans le sens du nihilisme du cinéma de Naong Jin, et on pourrait penser, ah, effectivement, pour l'instant, on a décrit que des choses négatives, pas dans le sens négatif pour le film, mais négatif autour des personnages, et on pourrait penser que des sociétés plus organisées, si ce n'est la police, au moins la mafia, en tout cas qu'on pourrait avoir par exemple dans The Murderer, serait plus organisée, ou au moins avoir un code moral. Et bah pas du tout, ils sont tout aussi nuls que les flics, ou tout aussi pourris en tout cas que les personnages principaux des films de Naong Jin. Ouais, je pense qu'en fait, ce qui fait la saveur aussi du cinéma de Naung Jin, ce nihilisme dont on parle, c'est que pour lui, si tous les systèmes sociaux et sociétaux, si toutes les organisations des hommes ne sont pas forcément à accabler, elles sont toutes interrogées et elles sont toutes renvoyées, elles sont toutes mises en accusation, elles sont toutes exposées au grand jour, et dans une moindre mesure pour certaines, si elles ne sont pas coupables, elles sont au moins agonisantes. Je pense qu'il y a une double dynamique en fait. Il y a une oppression qui règne, le travail du sexe dans The Chaser, le banditisme dans The Murderer, le spirituel dans The Strangers, et les opprimés meurent de ce système oppressif. La travailleuse du sexe, pourtant mère aimante, meurt dans The Chaser, le migrant stigmatisé finit par mourir dans The Murderer, et le village entier succombe finalement à la folie dans The Strangers. Personne ne gagne en fait, c'est un jeu de dupes où tout le monde est perdant. Et The Murderer, c'est éclatant pour ça, tout le monde meurt finalement à la fin. Et même ceux qui pensent profiter du système finissent aussi par payer. Les chefs de la mafia meurent dans The Murderer et dans ce Chaser. Non, à la limite, le proxénète, c'est le seul, mais lui, il a perdu son âme en quelque sorte. Oui, il a perdu son âme, et en plus c'est décuplé par le fait que la travailleuse du sexe qui meurt est mère de l'enfant qui accompagne le personnage pendant tout le film, donc il y a un sentiment de défaite absolue de toute façon. Ce qui m'intrigue moi avec cette rétrospective qu'on a offerte sur le site, c'est qu'il y a un phénomène d'infiltration. La corruption ne se gangrène pas toute seule, elle infecte aussi l'intimité. Et ça, c'est présent dès le début, en fait, de la filmographie de Naung Jin. Le héros de The Chaser force une femme malade à vendre son corps et entraîne sa chute. C'est lui qui provoque la capture de la femme qu'il va tenter de sauver. Le banditisme corrompt les pulsions amoureuses du héros de The Murderer. Il est rappelé vers la Corée du Sud où il pense retrouver sa femme, mais le fait qu'on lui impose un meurtre à accomplir pendant un laps de temps donné fait que le système oppressif infiltre, comme je disais, son intimité. L'obscurantisme dans The Strangers obstrue le regard du héros. La société, elle n'est pas que corrompue, elle est aussi corruptrice. Un double mouvement selon moi, les deux se répondent l'un à l'autre. Mais là, tu as touché à quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est un des derniers thèmes qu'on va aborder, c'est l'incompréhension totale des personnages, notamment dans les deux derniers films, enfin dans son dernier film à lui, dans le film qu'il a scénarisé, c'est l'incompréhension des personnages face au mal qui est face à eux. Oui, c'est effectivement un aspect diffus dans la carrière de Naung Jin. On pense notamment au héros de The Chaser qui met très longtemps à comprendre que sa protégée a été enlevée. Au moins la moitié du film. C'est vraiment un long moment où il pense juste qu'on lui a retiré son gagne-pain, en fait. La conceptualisation du mal, elle est jamais immédiate dans les films. Elle s'affirme après le sang, bien souvent. Ouais, quand il est trop tard, ouais, quand il est bien trop tard. Mais tu as raison, c'est sûrement The Stranger qui est le plus fascinant à ce niveau. Ce qui devient intéressant en fait dans The Stranger, c'est pas vraiment quelle est la vérité, c'est comment Naung Jin va organiser une grande fabrique du doute. Le film parle peut-être de ça plus que de la mystique principalement. Comment on arrive à installer le doute dans une société et comment ce doute fait s'effondrer cette société. Il y a un point assez visuel et très fort du film qui me semble essentiel, c'est le recours aux vues subjectives face à l'horreur. Là, je pense que Naung Jin, il force complètement le point de vue du spectateur. On n'est pas invité à éprouver l'horreur d'un point de vue extérieur avec une caméra qui serait distante. Je pense notamment au plan du japonais qui dévore la biche. On est dans les yeux de celui qui observe. On n'a pas une place objective, on a une place qui est complètement subjective. Le spectateur, comme je te le disais, c'est un élément important de la réflexion de Naung Jin, et je pense qu'en le forçant à faire cette expérience personnelle, il le dirige, malgré lui, vers cette espèce d'élan pour le mysticisme, ou au moins pour le ressenti d'une violence qui lui est dirigée vraiment directement vers lui. Comme tu disais, ça rejoint le sentiment que tu ressentais, celui d'être rincé à la fin de ces films. Tu touches à quelque chose qui fait peut-être que The Medium échoue quelque part, c'est que la plupart des scènes horrifiques dans The Medium sont tournées en caméra de surveillance. Ce qui fait qu'on assiste à des scènes que les personnages principaux,
dont ils n'ont pas conscience, ou ils n'ont conscience que des conséquences de ces actes. Et c'est ce qui fait que je pense que The Medium échoue par rapport au vrai film de Naong Jin, c'est que le spectateur est omniscient par rapport aux personnages principaux, ce qui n'est pas du tout le cas dans ses films à lui. Ce qui nous donne justement une frayeur qui est un peu absente de The Medium, car on est un petit peu spectateur passif, ce qui n'est pas du tout le cas dans ces films, notamment dans The Strangers. Ouais, je pense que l'inconfort qu'on ressent devant les films de Naong Jin, c'est notamment lié au fait qu'on est privé de toute forme de recul, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il n'a pas voulu réaliser The Medium. C'est possible. En fait, il joue volontairement avec la figure du faux guide spirituel dans The Strangers ou dans The Medium. Je te l'ai dit tout à l'heure, The Medium, c'est une suite officieuse. Il l'avait conçu comme une suite au départ. On devait retrouver le personnage du chaman, mais il a finalement changé d'avis. Le type de personnage est là, en tout cas. C'est quelqu'un qui prétend pouvoir expliquer et combattre le mal, mais qui au final trompe les autres. Peut-être parce qu'il est lui-même dans l'erreur, mais peut-être pas. Peut-être qu'il est lui-même complice du mal. C'est une ambiguïté morale qui fascine Naong Jin. Et le fait qu'il n'y ait pas de bien contre le mal clair, surtout à partir de son deuxième film, c'est une partie intégrante de son cinéma. Oui, c'est un cinéma nihiliste, mais pas manichéen. Ça, c'est les deux axes, je pense, vraiment de compréhension essentielle pour aborder son cinéma. Je rajouterais le mot chaos quand même. C'est le cinéma du chaos, à tout point de vue. Mais c'est très intéressant parce que on est en train de dire que ces films sont pas manichéens, alors que on a des vraies dynamiques de confrontation au cœur de ces films, quoi. On a notamment, je pense, les villageois qui sont victimes d'une malédiction potentielle dans The Strangers, et pourtant ils sont aussi interrogés. Est-ce que c'est pas finalement ce vase clos et la rumeur qui crée le mal, ou est-ce que c'est le mal qui s'est emparé d'eux en premier? C'est toujours mouvant. La limite est vraiment fluctuante. Et on en parlait, donc un style visuel vraiment unique, enfin pas unique, mais qui lui appartient. On reconnaît sa patte visuelle quand on passe d'un film à l'autre. Il a une caméra qui est très nerveuse et immersive, comme tu en as déjà parlé tout à l'heure. Oui, je parlais du point de vue subjectif, mais je pense que d'une manière générale, le cinéma de Naong Jin, il n'est pas aimable, que ce soit scénaristiquement ou visuellement. Moralement, on l'a dit, il a une approche très rêche de l'événement du moment. Ici, The Murderer, c'est vraiment l'exemple parfait avec cette violence dont on parlait plus tôt. On pourrait rejoindre, en tout cas dans les thématiques qu'il développe, un cinéaste très très connu américain, David Fincher. Par contre, dans son style visuel, pas du tout. Il est pas dans le plan léché qui va bien. Là, lui, il veut faire efficace. Ouais, en fait, je pense que The Murderer est intéressant à ce niveau-là parce que il y a l'efficacité des scènes d'action, mais l'immédiateté est décuplée par le fait que durant de longs moments, c'est un film qui met des longues minutes avant de s'épanouir dans le sang et dans la violence. Là, il va quand même créer un cadre posé et installé. Par contre, je pense que vraiment, il est malicieux parce que ce cadre posé et installé, il est vraiment mis en place pour complètement envoyer valser dans la suite du film, ce qui donne la tension de la scène du bateau et ce qui donne la frénésie complète de la deuxième heure du film. On en revient à ce que je disais en introduction quand je parlais du bonhomme et notamment de ses années d'étudiante. Il a appris les règles pour mieux les détourner et il va faire ça toute sa carrière. Il veut détourner l'attente du spectateur, que ce soit sur le plan narratif mais aussi sur le plan formel. Je crois que le hors-champ t'avait intrigué notamment. Ouais, on arrive un petit peu au bout de nos démonstrations, mais ça fait partie des moyens qu'il utilise pour tromper le spectateur, ou en tout cas pour tromper les attentes du spectateur. Dans The Chaser, je pense notamment donc à une des scènes qui mène à la fin, dans laquelle on s'attend à un bain de sang, et en fait on ne verra que les conséquences de ce bain de sang. On peut penser aussi à The Murderer, où la mort d'un des mafieux est presque anticlimatique en comparaison de tout ce qu'on a vu. Il va finir mort au volant de sa voiture sans réellement qu'on comprenne pourquoi. On sait très bien ce qu'il a subi, mais on pense pas qu'il va mourir comme ça à ce moment-là. C'est un des moyens qu'utilise Naong Jin pour nous tromper une fois de plus. J'ai bien aimé ton expression du mot malicieux. Il est malicieux, Naong Jin. Il aime bien. C'est un chenapan. D'après ce que j'ai compris, c'est pas très sympa de travailler avec lui. Et ça m'a étonné parce que j'ai lu pas mal d'interviews de gens qui ont travaillé avec lui, qui se sont plaints de son mode de fonctionnement. Et pourtant, c'est quelqu'un dont les acteurs reviennent travailler avec lui je sais pas si c'est avec plaisir, mais il arrive à convaincre les réalisateurs de retravailler avec lui, donc il doit pas être si terrible que ça. Ouais, mais ça m'étonne pas forcément venant d'un homme qui a fait de la noirceur vraiment la destination de tous ses films, en fait.
D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose d'intéressant à évoquer. Cette noirceur qui est la destination finale des films, c'est que on est conscient. On est conscient de où sera la ligne d'arrivée et de jusqu'où il va pousser son regard sombre sur le monde. Par contre, ce qui est malicieux, je reprends le mot une fois de plus, c'est la multiplicité de pistes qui se prêtent à ce chemin vers la noirceur. La seule certitude, c'est vraiment qu'on finira par sombrer, peu importe le chemin. En fait, il fait naître une atmosphère oppressante, notamment dans The Strangers, mais aussi dans The Murderer, de l'incompréhension. En fait, Nanjing, il amplifie ça, c'est-à-dire qu'il y a cette immédiateté de l'action dont on a parlé, mais il y a cette lenteur de la préparation dans The Strangers qui est éminemment décuplée, notamment lors de cette longue scène de rite chamanique que j'ai mis en extrait sonore, qui est extrêmement longue et ininterrompue, alors que la bataille se livrera plus tard. Alors, t'as cité cette scène de rite chamanique, qui est une scène presque muette. On en parlera un tout petit peu plus tard en conclusion. C'est un des aussi quelque chose avec lequel travaille Nanjing, c'est le silence. Il l'utilise vraiment comme un outil dramatique à part entière. Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé en me reprochant sur ces films. C'est absolument pas un cinéaste du discours ou du dialogue. Hein. Il y a très peu de phrases choc dans ces films. Pareil, quand je fais mes articles, des fois j'aime bien retirer une phrase de son contexte pour illustrer mon travail à l'écrit et appuyer parfois par le verbe ce que j'essaye de démontrer avec mes mots à moi. Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve dans son cinéma. Il y a aussi très peu de monologues. The Murderer, c'est vraiment l'exemple type pour ça. C'est un film qui est complètement taiseux pendant une majeure partie du temps. C'est presque un film melvillien en quelque sorte. Hein. Le tueur qui opère seul en silence. Alors dans Melville, c'est un tueur professionnel qui sait exactement ce qu'il fait de son corps, de son temps. Là, on a carrément le contraire, mais on retrouve le même type de personnage taiseux. Oui, c'est une excellente comparaison. Je pense que c'est celle qui colle le plus efficacement à The Murderer. En fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un cinéma, on l'a dit, qui est physique, qui est moral, mais sans mots. Ça le rend pas du tout moins intéressant. Je pense qu'au contraire, ça lui donne une force primaire qui est vraiment bouillonnante. Ouais. C'est un cinéma bouillonnant malgré tout. Je pense que c'est aussi un des mots qui colle le plus à son identité d'auteur. Ouais. Avant de conclure, je voudrais donner justement rebondir là-dessus et parler de ses courts-métrages. Donc il a sorti deux films avant The Chaser, The Perfect Fish Plate, dans lequel on suit un jeune chef en quête de perfection. Alors quand on connaît le mode de fonctionnement de Nanjing, je peux pas m'empêcher de penser que c'est presque un autoportrait, sauf que ce jeune cuisinier en quête de perfection va reproduire son plat à l'infini jusqu'à ce qu'il atteigne le plat parfait, et à chacune des itérations va se blesser et donc va finir le film. Le film est très court, il fait moins de 10 minutes, va finir le film complètement estropié, mais va réussir son plat pour finalement l'apporter à son client qui est mort de vieillesse en attendant la préparation du plat. Donc je vous ai spoilé la fin. L'épreuve des corps encore. Et tout à fait. Et alors l'épreuve des corps, justement, tu fais bien d'en parler. Son deuxième film, qui est un film vraiment purement stylistique, qui s'appelle Sweat, donc la transpiration en français, dans lequel on va suivre plusieurs séquences apparemment sans lien et pourtant de personnages qui transpirent. Et là, on sent vraiment que c'était un exercice de style de sa part, probablement pour se perfectionner dans les techniques d'utilisation de la caméra. C'est pas le film que j'ai préféré. The Perfect Fish Plate est plus intéressant, plus rigolo en tout cas. Sweat n'a pas vraiment de narration, c'est vraiment juste de belles images qui s'enchaînent. Il a fait un troisième court-métrage qui est sorti en 2021, si je ne me trompe, qui était entièrement tourné à l'iPhone, avec une séquence d'action pure, formellement extraordinaire, narrativement sans grand intérêt. Mais les trois films en tout cas sont disponibles sur YouTube si vous voulez les voir. Très bien, on ira se pencher là-dessus. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais de Nanjing, Cédric ? Alors c'est un réalisateur rare, hein, et donc il a fait que 4 films à ce jour en presque 20 ans de carrière, mais qui s'accorde de longues pauses entre ses projets. Donc il y a 6 ans entre The Murderer et The Strangers, 10 ans avant Hope, et ça s'explique, de ce que j'ai lu, par son perfectionnisme extrême. C'est un réalisateur obsessionnel qui pousse ses équipes et ses acteurs à leurs limites pour atteindre des émotions brutes, authentiques et presque primitives.
ce qui rend les tournages et beaucoup aussi la post-production, de ce que j'ai pu comprendre, particulièrement exigeant. Il est pas tendre avec ses monteurs. À cela s'ajoute une vision artistique qui refuse les codes, hein, on en a parlé, il mélange volontairement les genres, le thriller, la comédie noire, notamment quand il s'agit de la police, le folklore, la science-fiction, hein, dans Hope, ce qui implique de nombreuses réécritures de scénarios et des productions très très complexes, ça change pas avec le temps. Ça, on espère que Hope aura du succès parce qu'il a déjà prévu une suite au film. Donc on espère que ça, on n'attendra pas 10 ans pour l'avoir. Donc je l'ai dit, hein, son processus créatif, il est très éprouvant, à la fois pour le spectateur une fois que le film est fini, mais pour lui aussi, hein, sur le plan émotionnel. Il passe des années à écrire tout seul, et une fois que le film est terminé, il a besoin de s'en éloigner complètement, de ne plus rien faire pendant quelques temps, afin de relâcher une pression qu'on imagine assez intense, avant de pouvoir recommencer à s'intéresser à un sujet. T'en as parlé en introduction, hein, mais c'est un réalisateur vraiment intéressant qui a beaucoup de succès en Corée et aussi à l'international. Hein, tu vois, il est quand même allé à Cannes 3 fois avec ses films. Oui, absolument. Et Hope est reparti bredouille du dernier festival de Cannes, mais il a été remarqué. J'ai vu un accueil critique assez contradictoire. Je pense notamment à David Ehrlich de IndieWire, que j'aime beaucoup. Qui était assez mesuré quant au film, qui trouve que le film... alors j'en ai pas trop lu parce que je voulais pas me spoiler, en fait j'aime beaucoup regarder les films sans en savoir trop, mais j'ai quand même lu un petit peu pour le programme. David Ehrlich reprochait notamment au film d'être dans une espèce d'entre-deux, d'avoir soit un trop gros budget pour être une espèce de film intimiste qui marcherait beaucoup avec l'effet de soupape, dont qu'on a décrit plus tôt, soit un film qui n'aurait pas assez de budget pour être vraiment une grande fresque. Il est un peu dans cet entre-deux d'après lui. Par contre, tu me disais que le monde a beaucoup aimé. Oui, oui, oui. Le monde reprochait, peut-être je rejoins un petit peu ce que j'ai pu comprendre de ce que tu disais, que le monde reprochait des effets spéciaux un petit peu décevants. Il est très possible aussi que le film qui était projeté à Cannes n'était pas le montage final. Tout à fait. En conclusion de notre étude de la personnalité de Nang Jin, je vous renvoie une fois de plus vers les 3 articles que j'ai prodigués pour le site sur The Chaser, The Murderer et The Strangers, 3 articles que tu as relus. Merci à toi Cédric. Une filmographie qu'on a aimé reparcourir et qui nous a quand même surpris malgré des films qu'on avait tous les deux déjà vus. C'est étonnant parce que quand on s'est lancé dans sa filmographie, on s'était dit qu'on allait choisir un cinéma, donc une filmographie plus courte que ce qu'on a pu faire ces derniers temps, enfin parmi les filmographies complètes qu'on a pu traiter, et aussi un cinéma d'action un peu plus facile à interpréter. Au final, on s'est rendu compte, à notre grande surprise, que le cinéma de Nang Jin était bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Absolument, c'est tout à fait le sentiment que j'ai eu à l'écrit. Je vous rappelle en conclusion que vous pouvez aider les réfractaires financièrement par PayPal ou Tipeee si vous en avez les moyens et l'envie. Vous pouvez aussi simplement nous aider par vos partages, par vos écoutes et par vos retours. C'est ce qui nous fait avant tout plaisir. Les articles du mois qui se sont écoulés sur le site Cédric en dehors de Nang Jin, donc il y en a 2. Il y a eu tout d'abord un projecteur consacré à la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, un film que nous avions subi parce que c'est un film très éprouvant, mais que nous avions aimé tous les deux, il me semble. Tout à fait, ouais, très intéressant. Et il y a aussi eu un article sur un faisceau, donc notre format intermédiaire, consacré à White Dog de Samuel Fuller, un classique, d'après moi. Ouais, très grand cinéaste, Samuel Fuller. On s'arrêtera peut-être un jour sur Samuel Fuller aussi dans un podcast. Avec plaisir, mais le planning à venir est déjà bien chargé, alors on va continuer sur le site à explorer les cinémas de toutes les époques, de toutes les origines, de toutes les nuances. Bon, avec les articles qu'on a évoqués, vous avez constaté que le mois passé n'était pas forcément le mois de la bonne humeur. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on va peut-être aussi revenir à un cinéma un peu plus lumineux, et notamment on va verser du côté du soleil, puisque là ça va être l'été, donc les présences pour enregistrer les podcasts, un peu de cuisine, vont être un peu plus erratiques. Mais on va quand même vous proposer un fil rouge écrit durant le mois de juin, juillet, août. On va revenir sur 8 films brésiliens, alors pas forcément que des films feel good, certains films qui sont en tout cas dans le dépaysement, d'autres qui sont parfois dans la grande noirceur, parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert aussi. Donc le Brésil va animer les 3 prochains mois,
Et je pense et j'espère que nous réussirons à vous offrir, avec toi ou avec quelqu'un d'autre, Cédric, un podcast sur l'agent secret notamment, qui lui aussi nous avait captivés en premier visionnage. Tout à fait. Il y a un remerciement de rigueur à faire à la fin de notre podcast, je te laisse le faire, puisque c'est un ami à toi. Merci à mon pote Willem, a.k.a. More Overtime, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous offrir un morceau pour ouvrir et fermer notre podcast. Merci à lui et à très bientôt sur les antennes des réfracteurs. Et il n'est pas trop tard, si vous le voulez, pour vous plonger dans les films de Naum Jin. Si ce programme vous en a donné envie, n'hésitez pas à venir. On vous a bien spoilé. Oui, mais on l'a dit. On a dit, le voir une fois, c'est l'expérience du corps. Le voir une deuxième fois, c'est l'expérience intellectuelle. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Néanmoins, pour nos auditeurs, que je remercie chaleureusement et à qui je dis à bientôt. À bientôt.